Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est sur Sud Radio. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un champion des mers. Il était venu nous voir presque à la descente du bateau lors de sa victoire du Vendée Globe 2021, tour du monde en solitaire, remporté en 80 jours comme dans le livre d'un certain Jules Verne. Le voilà prêt à repartir dès le 6 novembre prochain pour la route du Rhum 2022, une course de 138 marins solitaires de Saint-Malo à la Guadeloupe. Pas besoin de suspense, vous l'aurez reconnu, chers auditeurs, c'est bien le skipper et excellent marin Yannick Bestaven qui vient sur Sud Radio nous raconter ses préparatifs et son état d'esprit un mois avant le grand saut dans l'élément liquide. De force d'esprit, il est aussi K lorsqu'on fait naître des projets d'images qui n'existeraient pas sans vision, et on aime ça dans cet excellent sur Sud Radio. Spécialiste des films documentaires, elle les distribue, les produit, les réalise. Elle fait aussi ça avec de belles fictions puisque ce qui compte, c'est l'histoire que l'on raconte. Sonia Medina est à la tête de Esperanza Productions et vient nous parler entre autres de son dernier film, bientôt sur France Télé, Loïc Léry, du braquage à l'écriture. Ne la ratez pas en seconde partie d'émission. Sonia Medina, elle revient de Guadeloupe et vous y partez bientôt. Yannick Bestaven, on va en parler. Déjà un lien entre vous. Et c'est excellent. Bienvenue chez vous les copains. Bonsoir Yannick Bestaven. Bonsoir. De retour, hein ? Eh bien oui, de retour à nouveau. De retour, d'avant un redépart en mer. Oui, on a remis à l'eau là il y a peu de temps le nouveau Maître Coq. Ouais, Maître Coq 5. Maître Coq 5 et avec lequel je vais prendre le départ de la route du Rhum. Ouais. Voilà. Alors on va quand même écouter un petit peu ce que c'était le Vendée Globe déjà. Maître Coq vient de rentrer dans l'hémisphère sud en 8e position, tout neuf, ce qui est plutôt pas mal pour ce début de Vendée Globe. C'est dur. Dans les 5 premières places, ça va se jouer à quelques heures près tout ça, donc c'est maintenant qu'il faut tenter des coups. Le bonheur de l'arrivée, Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2021 sur Sud Radio. Alors Yannick Bestaven, forcément j'ai eu envie de réécouter, on avait déjà écouté ça la dernière fois, c'est quelques extraits de cette incroyable course, presque un tour de force émocionnelle, ces courses en solitaire. Comment est-ce que vous gérez ça justement ? Parce que tout seul face à soi, c'est vrai que de partir tout seul, il y a beaucoup d'émotions, que ce soit au départ, que ce soit pendant la course, que ce soit l'arrivée aussi. Surtout avec la victoire sur le Vendée Globe, c'était de l'émotion forte. Et c'est de l'adrénaline, je pense que c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner. C'est vrai, quand on entend la bande son avec le bruit du bateau et ça rappelle les mers du Sud, où je m'étais dit que plus jamais j'y retournerai. Oui, les mers d'huile, c'est ça. Du Sud, elles n'étaient pas trop d'huile, il y avait beaucoup de vagues et mer dure. Et c'est vrai que quand même, la recherche d'adrénaline nous pousse et la passion de la mer et de la voile. Et il y a aussi le rapport à l'élément, c'est-à-dire de tout d'un coup être complètement seul avec cet horizon sans limite, quoi. Oui, je pense qu'on est un des rares sports avec les sports de montagne à pouvoir évoluer dans l'environnement avec cette notion de liberté. C'est vrai, quand on part en bateau, on va un peu où on veut sur les océans et Dieu sait s'ils sont grands. Ouais. Et donc il y a cette notion de liberté, bien sûr. C'est une notion très importante de nos jours, la liberté. Alors le départ de la route du Rhum 2022, c'est le 6 novembre prochain. La différence notoire avec le Vendée Globe, c'est le temps passé en mer, finalement, c'est ça ? Oui, nous on appelle ça un sprint, puisque c'est la traversée de l'Atlantique, ça va être prévu à peu près sur une quinzaine de jours, 14 jours. D'accord. Et par rapport au Vendée Globe, c'est vrai que c'est plus court. C'est plus intense ou c'est pareil ? Ça peut être plus intense parce que c'est vrai que comme c'est un sprint, faut beaucoup donner pour essayer de faire la différence avec les autres concurrents. Mais après, on navigue aussi dans des contrées qui sont un peu plus agréables puisque très vite, on va rejoindre les alizés. Ouais. Qui sont ces vents chauds portant vers les Antilles, vers la Guadeloupe. Donc, c'est une course agréable. Ouais, c'est une course agréable. Alors, la route du Rhum, destination Guadeloupe, c'est 3543 miles nautiques, soit 6562 km, 138 solitaires, 37 engagés sur des IMOCA, qui est votre bateau. C'est un monocoque de 60 pieds qui fait donc à peu près 19 mètres de long, dont certains, les plus performants, ils sont équipés de foil. Alors pour les auditeurs de Sud Radio, j'ai fait mes petites recherches, moi je savais pas ce que c'était. Donc le foil, c'est l'aile qui est positionnée sur la coque à l'avant du bateau, très profilée, qui le rend plus rapide et plus stable. Est-ce que votre IMOCA en a un et est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Oui, ça change beaucoup. J'avais des petits foils, donc des petites ailes lors du dernier Tour du Monde, du dernier Vendée Globe, et là j'ai un nouveau bateau avec des grandes ailes. Donc maintenant j'ai des ailes d'albatros, j'avais des ailes de poulet avant, j'ai l'habitude de dire. Et sur Maître Coq en même temps. Ouais, voilà. Mais non, donc ça permet d'avoir des bateaux plus rapides parce que ça permet de les substanter au-dessus de l'eau et de les faire voler, quoi.
Le bateau, il touche plus l'eau du tout, quoi. Et il touche parce qu'il atterrit. C'est les atterrissages qui sont parfois compliqués, mais c'est un peu violent quand il atterrit. C'est très violent parce qu'on va beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que les chocs sont plus violents obligatoirement. Ouais. Et vous vous attachez? Vous faites comment sur le bateau? On s'attache, on met des casques, on commence à s'attacher à l'intérieur du bateau. Oui, des fois on se fait bien secouer. Ouais. Alors dans les autres bateaux qui participent, il y en a des beaucoup moins performants et plus petits, mais qui ont tout de même l'espoir et la possibilité de gagner. Qu'est-ce qui fait qu'on remporte une course comme la Route du Rhum, Yannick Bestaven, finalement? C'est beaucoup de préparation, c'est de la stratégie, c'est beaucoup de choses cumulées. Il faut un peu de chance aussi, comme beaucoup de courses à la voile. Et oui, ça peut être à quelques dixièmes de seconde parfois. Oui, ça se joue. Bon, on se rappelle la première Route de Rhum avec Malinowski et Mike Birch, qui sont arrivés très très proches et très serrés. Ça a fait la légende de la Route du Rhum d'ailleurs. Mais voilà. Et après, il y a plusieurs catégories. Moi, je cours en IMOCA, mais il y a des bateaux plus petits en classe 40 et en 40 pieds qui ont leur propre catégorie. Donc chaque catégorie aura un vainqueur. Et est-ce qu'ils ont tous des foils, ces bateaux, justement? Non, les 40 pieds n'ont pas de foil, les IMOCA en ont, les ultimes en ont aussi. Les ultimes, c'est plus gros. C'est les gros multicoques, les plus gros bateaux qui seront au départ. En solitaire aussi? En solitaire aussi. Tous les skippers, il y a 138 skippers au départ, je crois, partent en solitaire. Ouais. Et alors, comment on est un mois avant le départ? Dans quel état d'esprit, Yannick Bestaven? Ça va, on n'y pense pas trop. Moi, je suis pas trop stressé parce que j'ai mis mon bateau très tard à l'eau. J'ai 2 mois de retard, donc là, c'est sûr que je serai pas prêt à temps. Donc ça, quand on le sait, on stresse moins. On va pas courir après le temps, mais non, moi, l'objectif, c'est vraiment de monter crescendo pour le prochain Tour du Monde. Donc c'est de mettre au point le bateau. L'objectif, c'est le Vendée Globe, quoi. Ouais, l'objectif, c'est le Vendée Globe. Donc il faudra absolument que j'arrive à faire cette transatlantique et le retour que je vais faire en convoyage en équipage pour faire des enregistrements sur le bateau et progresser pour les mois et les années à venir. Donc il ne faudra pas que je m'enflamme à vouloir à tout prix faire un résultat, mais bon, on verra bien. Et vous l'avez testé pendant longtemps, ce bateau, avant de le mettre à l'eau, justement? Non, presque pas. Là, j'en suis à 3 jours de navigation et je vais repartir faire ma qualification pour la Route du Rhum dans quelques jours. Et donc je vais le découvrir. D'accord. Voilà. Et ça vous fait pas un peu peur, comme ça, d'arriver sur un nouveau bestiau non maîtrisé? C'est sympa aussi, c'est la découverte. Ça provoque le frisson. Ouais. Il y a un peu de frisson, il y a un peu de... Il va falloir trouver ses marques, un peu des réglages, et puis c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on fait corps avec nos bateaux, un peu comme un cavalier avec son cheval, donc c'est sûr. Donc ça va être une première pour moi. Je suis content de pouvoir vivre ça. Ouais. Alors pour les auditeurs de Sud Radio, je rappelle que vous avez inventé le hydrogénérateur, c'est-à-dire une hélice immergée à l'arrière du voilier qui tourne grâce au mouvement et à la vitesse du bateau et qu'il fait aller très vite du même coup. Donc votre nouveau bateau Maître Coq 5 en est équipé. Est-ce que ce système, il est en constante évolution? Il a bougé depuis que vous l'avez inventé ou pas? Oui, il a évolué. D'ailleurs, sur ce nouveau bateau, on a les derniers prototypes d'hydrogénérateurs. Et c'est vrai qu'on est arrivé à faire des hydrogénérateurs de plus en plus petits, donc moins de traînées, et qui produisent toujours autant d'électricité et d'énergie, puisqu'on arrive à être en autonomie électrique avec nos bateaux. Et c'est ça qui fait voler le bateau aussi ou pas? Non, ça fait pas voler le bateau, mais par contre, ça permet d'alimenter tous les systèmes qui permettent de faire voler le bateau, notamment les pilotes automatiques, entre autres. Et je trouve que c'est beau de dire qu'on va de plus en plus vite, mais qu'on arrive à être en autonomie grâce aux énergies renouvelables, comme quoi c'est pas incompatible la compétition et l'autonomie et le respect de la nature, développement durable, on va dire. Et c'est un nouveau bateau à chaque course ou pas? Non, moi le précédent, je l'ai gardé 3 ans. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous changez à un moment donné? C'est qu'il faut s'adapter à la technologie, avancer? Oui, parce que c'est comme en Formule 1, les bateaux évoluent. Moi j'ai gagné le Vendée Globe avec un bateau qui n'était pas de dernière génération. D'accord, bravo, c'est excellent. Par contre il était fiable, j'avais beaucoup navigué avec. Et ça compte beaucoup. C'est important de bien le connaître, de la fiabilité, c'est super important, surtout en solitaire. Et là, quand Maître Coq m'a proposé de repartir pour une campagne de 4 ans avec le prochain Vendée Globe, j'ai dit ok, mais je voulais évoluer, développer un nouveau bateau, puisque je suis ingénieur aussi, donc ça m'intéressait. C'est vous qui les construisez, vos bateaux? Non, c'est un chantier qu'il a construit pour la forêt, le chantier CDK, avec l'architecte Guillaume Verdier. Mais j'ai pas mal collaboré avec toute mon équipe. On a mis notre petite sauce aussi par rapport à ma façon de naviguer et ce que je souhaitais à bord. Et pour bien connaître un bateau, c'est combien de temps de test en fait? Beaucoup. Il faut énormément naviguer, c'est des années, ça se compte en milliers d'heures de navigation. Et voilà, il faut y passer beaucoup de temps sur l'eau et c'est ce que je compte faire à partir des semaines à venir, et notamment à partir de la Route du Rhum. Donc pendant le mois qui suit, vous allez sur l'eau tous les jours en fait? On va aller souvent sur l'eau, après on va aller après la Route du Rhum, donc il y a déjà 2 transats à faire. Après on remet le bateau en chantier cet hiver pour l'ausculter, pour voir un peu comment les pièces mécaniques vieillissent, on démonte tout. Et après on va remettre à l'eau au mois de février. L'objectif c'est de partir au Portugal s'entraîner, comme j'avais fait il y a quelques années. D'accord. On naviguait 3 mois là-bas. Et puis revenir pour la saison prochaine refaire des courses. Donc, Vendée Globe, c'est quand alors? C'est 2024, novembre 2024.
Donc c'est pas pratiquement en même temps que les Jeux Olympiques. Oui, il y a le temps, mais ça va vite. Non, quand ça même, va très vite. Ouais. C'est marrant parce que quand on a des objectifs comme ça, on a l'impression que 4 ans ou 2 ans, c'est long. Mais en fait, ça passe très très vite. Le temps passe très vite. Ouais. Alors un petit rappel pour mes auditeurs encore, Yannick Bestaven, vous le dites, vous êtes ingénieur de formation. Il faut être toujours à la pointe des technologies, vous le dites, d'autant plus devant la prise de risque en fait. On imagine qu'inclure l'élément mer, c'est comme une prise de risque permanente. Est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes fait vraiment peur ? Oui, il y a une prise de risque. Alors rétrospectivement, on se dit que là c'était un peu chaud. Non, après, quand on est dans l'action, sur le moment, non. Quand on est dans l'action, on a peur avant parce que c'est vrai que nous, des fois, avec nos fichiers météo qu'on reçoit, on est vraiment au courant. On a des fichiers de plus en plus précis, donc on anticipe. Et des fois, lorsqu'on sait qu'il y a un coup de vent qui va arriver dans les 48 heures, les heures avant, sont un peu compliquées à bord, à gérer. Comment vous anticipez ça, justement ? Et ben, on prépare le bateau, on va tout mieux amarrer, on va se préparer à aller dans la baston, en fait, comme on dit. Et puis voilà, mais donc des fois, il y a des coups de frayeur. J'en ai eu une au passage du Cap Horn, quand j'ai cassé mes pièces, mon balcon à l'avant, entre autres. Mais voilà, ça fait partie des sports qui sont un peu engagés, ça c'est sûr. Mais vous préférez ça quand la mer elle est un peu déchaînée, finalement ? Ben oui, parce que je me débrouille pas trop mal dans ces conditions-là déjà, et puis parce que moi il y a des trucs à faire aussi, quoi. Il y a des trucs à faire, on va vite, donc on a l'impression d'avancer sur la carte. Alors que le pas de vent, lorsqu'on se fait rattraper, moi ça m'est arrivé au large du Brésil, au niveau mental et moral, c'est très très dur. Oui, on l'entend dans la vidéo, vous faites des grosses dépressions quand il n'y a pas de vent. C'est très très difficile, et puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de vent qu'on se repose forcément, parce que la moindre manœuvre à bord permet de faire avancer le bateau, et chaque mètre gagné peut faire la différence. Et alors c'est toujours 45 de sommeil, 40 minutes de sommeil, 20 minutes de quart, c'est comment ça se passe ? Non, ça dépend. Moi, je ne dors jamais plus de 60 minutes d'affilée. D'accord. Voilà, avec une bonne alarme qui me réveille. Histoire de ne pas faire une grasse mat. Mais non, j'essaie de dormir un maximum 60 minutes, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, et le plus souvent possible. Parce qu'il faut toujours être alerte, quoi. Parce qu'il faut toujours être alerte, et puis parce que c'est ce qu'on appelle le sommeil fractionné, et ça nous permet de... On est le seul sport, en fait, où on continue notre discipline alors qu'on dort. Un pilote de Formule 1, il va pas se coucher pendant qu'il fait le circuit. C'est sûr, c'est vrai. On se demanderait ce que ça donne, d'ailleurs. Merci Yannick Bestaven. Vous avez choisi Sud Radio, et vous avez bien raison. Vous pouvez entendre ce soir le marin champion Yannick Bestaven, qui sera rejoint en seconde partie d'émission par la productrice et réalisatrice Sonia Medina, à la tête de Esperanza Productions. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, et c'est jusqu'à presque 20h. Ce soir, au menu pour vous sur votre radio préférée, le marin compétiteur Yannick Bestaven, très bientôt rejoint par la productrice et réalisatrice des histoires de nos vies, Sonia Medina de Esperanza Productions. Mais tout de suite, on continue avec Yannick Bestaven. Alors Yannick Bestaven, on l'a dit, vous partez le 6 novembre prochain sur la route du Rhum avec votre nouveau bateau Maître Coq 5, course que vous préparez minutieusement. Malgré tous ces préparatifs, vous restez toujours humble devant la mer et sa force. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on le disait. Il peut arriver plein de choses. Important. Ça, c'est sûr qu'en mer, il peut arriver plein de choses. Et quand on me parle de favoris, ça me fait doucement rire parce qu'en fait, c'est la mer qui décide au final. On peut être très préparé, avoir un très bon bateau, être surentraîné. Au final, il va se passer plein de choses imprévues en mer. Il va falloir gérer tous ces imprévus-là. Alors, ce que vous disiez hors antenne, par exemple, c'est que vous pouvez tomber sur un cétacé, une grosse baleine qui passe par là. Oui, voilà, on peut tomber sur plein de choses qui flottent et qui peuvent arrêter la course. Donc, une casse mécanique, c'est vite arrivé. Donc voilà, oui, il faut rester humble, je pense. C'est un peu la base de toute façon quand on est compétiteur, a priori aussi, non ? Oui, et puis voilà, puis moi c'est pareil, je repars, j'ai gagné le Vendée Globe, j'y retourne, donc si j'y retourne, c'est que je suis humble, parce que je sais, pour prendre autant de plaisir, surtout après on verra le résultat. Mais 80 jours encore tout seul en mer, ça vous fait pas peur ? Vous voulez faire 79 jours ? On va essayer de faire moins, de revenir plus vite. Alors finalement, même en maîtrise totale des instruments, on le dit, on maîtrise pas les impondérables. Est-ce que vous pouvez quand même tout prévoir avec cette technologie hyper avancée que vous développez sur vos bateaux ? Vous pouvez prévoir quoi ? 90% des trucs qui vont arriver ? Non, on peut pas tout prévoir, mais par contre, on a beaucoup plus de systèmes électroniques. On a des jauges de précontrainte qui vont nous donner les efforts dans le bateau. Qu'est-ce que c'est une jauge de précontrainte ? C'est des axes qui vont mesurer l'effort qu'il y a sur les haubans, enfin combien sur la quille, sur les foils. On a de la fibre optique qui mesure les déformés de ces fameuses ailes dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc on a beaucoup de choses. Et après, on a des systèmes aussi. On a des caméras en tête de mât qui permettent de détecter les objets juste pas très loin devant le bateau, mais quand même qui détecte. Donc vous êtes à combien de pourcentage de prévoyance à peu près ? On peut pas, c'est dur à dire. Non, c'est vraiment dur à dire, mais par contre. C'est une question bête peut-être. Ouais, non, c'est que je sais pas y répondre surtout. Alors pousser les limites aussi loin, ça va avec un mental fort, on imagine aussi. Est-ce que vous vous préparez en termes d'esprit
Oui, ça, je comment vous me faites? prépare et c'est vrai que c'était une très belle rencontre. Déjà avant le précédent Vendée Globe, j'ai rencontré Eric Blondeau, qui est un coach mental avec lequel je travaille beaucoup, qui n'est pas un psychologue, c'est un ancien chef d'entreprise. Sur quoi il vous fait bosser? Sur le fonctionnement du cerveau, sur la gestion des émotions, sur la gestion d'une équipe aussi, parce qu'on parle de course en solitaire, mais j'ai 12 personnes à plein temps qui m'aident à préparer le bateau. Et qui sont toujours connectés à vous non-stop. Sur la délégation de comment déléguer à quelqu'un, faire confiance, etc. Donc et puis sur vous avec vous-même tout seul. Et moi avec qu'est-ce qu'il faut faire moi-même pour gérer une émotion très forte, par exemple dans une tempête? Il y a plein de choses. J'ai l'exemple où il m'avait demandé de ce que j'allais faire avec des photos de famille. Est-ce que j'emmenais les photos de mes filles, par exemple, dans mon bateau, ce que je faisais d'habitude. Il m'a dit attention, c'est à double tranchant parce que ça c'est ta zone de confort et en cas de problème en mer où tu es tout seul, où il n'y a personne pour t'aider, si tu es fatigué, tu vas vouloir très vite aller vers ta zone de confort et abandonner la course parce que tu auras vu tes photos là qui vont te rappeler tes souvenirs. Ah d'accord, et donc vous les mettez plus les donc photos? Je suis parti avec un bateau complètement vierge, blanc à l'intérieur. Et est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? De façon égoïste, ça a changé que je me suis vraiment mis en mode de course, quoi. Il m'a expliqué aussi que on parle d'égoïsme, et l'égoïsme c'est pas forcément un défaut. Ça veut pas dire égocentré, mais pendant ces périodes-là, pendant 3 mois, il faut être égoïste, penser qu'à sa performance, qu'à sa course, qu'à quoi on a travaillé, quoi, en fait. Faut être à 100% dedans. Faut être à 100%, ouais. Voilà. Si on est à 99, c'est mort. Et voilà, pas laisser les émotions nous envahir parce que ça peut très vite se solder par un abandon, bien sûr. Porter préjudice aussi à la course elle-même ou au bateau ou à votre fonctionnement. Bien sûr. Est-ce que justement, vous pensez pas qu'il faut être un peu fou quand même pour partir seul comme ça en mer, Yannick Bestaven? Est-ce que vous pensez que vous êtes un peu fou? J'espère que c'est bien les gens fous. J'ai envie de vous poser la question parce que moi je vous trouve un peu fou, je vous avoue. Les gens fous sont des gens sympas, donc j'espère être un peu fou. La folie, il en faut un peu, c'est ce qui rythme la vie aussi, c'est ce qui donne du piquant dans la vie. On est un peu fou, mais on mesure beaucoup les risques et tout est quand même imaginé, calculé avant les départs. On fait vraiment très attention à plein de choses. Je suis beaucoup plus minutieux en mer que je ne suis à terre, par exemple. Donc oui, il faut un peu de folie et tant mieux. Est-ce que c'est pas propre à tout sport de haut niveau finalement, justement, ou à tout haut niveau en général, d'avoir cette petite pointe d'obsession qu'on peut appeler de la folie ou comme on veut finalement? Certainement, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière tout ça aussi, et on y donne beaucoup de temps et beaucoup de sa personne pour réussir au plus haut niveau. Donc oui, je pense que quel que soit le sport de haut niveau, mais même dans l'entreprise, je pense qu'un chef d'entreprise qui a des objectifs élevés, il sera obligé de sacrifier beaucoup de choses pour ça. Donc c'est un sportif de haut niveau, un chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous sacrifiez, vous, Yannick Bestaven, pour aller en mer? Beaucoup de mon temps en famille auprès de mes enfants, certainement, beaucoup de choses plus personnelles. J'essaye de me mettre en période de course bien avant aussi. Il y a beaucoup de préparation physique, il y a un peu de préparation mentale, il y a beaucoup de choses autour en fait qui viennent rythmer mon temps et ma vie pour. Et c'est des sacrifices que vous faites avec plaisir finalement quand même. Oui, parce que c'est des beaux sacrifices. C'est pas non plus. Faut parfois un peu se faire mal aussi pour réussir, mais c'est bien. C'est bien de se faire mal. C'est Parlons Vrai sur Sud Radio. J'adore. Yannick Bestaven, vous êtes le S et le M. Vous êtes le M en fait dans le SM. Ça C'était la blague du soir. Vous êtes aussi marin, ingénieur, entrepreneur, puisque c'est votre société Watt & Sea qui équipe une grosse partie de vos concurrentes, ces fameux hydrogénérateurs que vous avez inventés. Être à la barre d'une boîte, est-ce que ça ressemble à la barre d'un bateau? Oui, on vient de le dire finalement. Oui, tout à fait, parce qu'il y a cette notion de prise de risque, d'engagement, de tactique, de choix à faire. Et même si on fait des choix en équipe, on est bien seul à la fin pour décider. Et que ce soit un capitaine de bateau ou un chef d'entreprise, c'est un peu la même chose, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on les compare souvent à des capitaines de bateau, à des chefs d'entreprise. Alors, de vos débuts à aujourd'hui dans le monde de la course au large, vous avez toujours fait le monter de faire vos courses et vos propres projets dans une grande autonomie, c'est-à-dire vous voulez gérer le bateau en intégralité, vous voulez tout gérer autour, etc., évidemment avec votre équipe, comme on l'a dit. Mais pourquoi ce choix? Parce que ça vous permet vraiment d'avoir la main sur tout ce qui va se passer potentiellement? Oui, ça, et puis parce que ça s'est aussi imposé à moi. C'est vrai que par le passé, j'ai pas eu de sponsors ou partenaires qui m'ont offert des bateaux pour être au départ, et j'ai souvent inversé les choses, c'est-à-dire que j'ai d'abord acheté des bateaux sans savoir vraiment comment j'allais les financer. Des fois, j'ai pris des risques financiers importants, et puis ça m'a permis de trouver des sponsors derrière et de faire des courses. Donc pour réussir une course ou pour avoir une équipe qui croit en soi, il faut croire en soi d'abord. Ouais, je pense, Pour mener un projet et puis comme pas ça. Avoir peur de perdre aussi. D'ailleurs, j'ai fait un film là-dessus. Les rêves ne meurent jamais, au passage. Et ce qu'on veut montrer aux jeunes, c'est ça, c'est que l'échec fait partie de la réussite, et que pour réussir, enfin moi ça a été mon cas, il faut souvent perdre plusieurs fois. Vous avez connu l'échec ? Oh oui, quelques-uns, quand même, ouais. Et comment vous êtes tombé dedans? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du bateau?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire Parce que votre famille, elle vient pas particulièrement de là, non, en plus. du tout. Ce sont des terriens, ils sont plutôt d'originaire des Landes. Vous venez de Bretagne, mais vous avez grandi dans le bassin d'Arcachon. Non, je suis né en Bretagne, j'ai un nom breton, mais mes parents sont landais et de Gascogne, et moi j'ai grandi dans le bassin d'Arcachon. Et je suis toujours très fier de retrouver mes origines arcachonnaises. Et puis après, c'est les rencontres. On leur passe un coucou d'ailleurs. Voilà, exactement, ce beau bassin d'Arcachon. Et c'est les rencontres, bien sûr, les rencontres. J'ai eu la chance de croiser des marins, notamment Yves Parlier et tant d'autres qui m'ont donné le goût et la passion de la course au large. Et un jour, la première fois que vous êtes monté sur un bateau, vous avez quel âge? Un voilier? Là, j'étais pas si jeune que ça. Si, j'ai fait de l'optimisme et puis des casses à savon qu'on fait quand on a. J'ai fait ça aussi. Voilà. Donc j'ai appris la voile là-dessus, à Tossat, au fond du bassin d'ailleurs, à l'âge de, 13 ans par là. Mais après, je me destinais pas du tout à faire une carrière là-dedans, puisque moi j'étais plus passionné par les sports de glisse, tout ce qui était planche à voile, funboard et tout ça à l'époque. Et puis voilà, c'est les opportunités de la vie, les rencontres qui ont fait. Je me rappelle ma première rencontre avec un marin en fait, et je savais pas que j'allais faire ça. C'était Louis Kardec qui partait sur le Rhum avec le catamaran Royal à l'époque. Je l'avais vu avec mes parents à la Trinité-sur-Mer. Ça vous a vachement impressionné? Ouais, il m'a impressionné. J'ai vu ce petit bonhomme là qui maniait un grand bateau comme ça et voilà. Mais c'est impressionnant un marin, vous savez quand même. Enfin, pour les gens lambda. Oui. Sur l'élément liquide comme ça. Moi, il m'avait impressionné à l'époque, ça c'est sûr. Mais jamais j'avais imaginé faire ce métier-là. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours un peu cadré ma vie vers ma passion. Et ma passion a toujours pris le dessus, et c'est la passion de la mer avant tout qui a rythmé ma vie. Alors un marin, on l'a dit, en solitaire qui gagne, c'est toute une équipe derrière. Vous avez 12 personnes qui travaillent avec vous. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Beaucoup de choses. Il y a un bureau d'études avec des ingénieurs, il y a des gens qui font du composite. C'est quoi du composite? Le composite, c'est tout ce qui est matériaux composite, résine, fibre, carbone pour construire le bateau, qui travaille la matière. Il y a des gens qui s'occupent de l'électricité, l'électronique, l'hydraulique, l'informatique du bord. Il y a des gens qui s'occupent des voiles. Il y a un vieux métier qui s'appelle mateloteur. Le matelotage, c'est tous ceux qui font les ficelles du bateau. D'accord. Et d'ailleurs, on revient beaucoup en arrière avec des épissures, des choses comme ça qui sont plus de la marine traditionnelle. On est vraiment sur la tradition et la modernité. Exactement. C'est un peu galvaudé comme terme. Par rapport à une manie acier, une manie textile est beaucoup plus légère. D'accord. Et on a des cordages maintenant qui prennent énormément d'efforts, de charges. Et donc voilà, non, il y a plein de métiers. Ça, c'est fait à la main, ça? Oui, c'est fait à la main, Donc il y a plein de métiers différents, et après il y a tous les métiers aussi autour, la com, l'attaché de presse, enfin tout ce qui va aussi avec le projet qui sont intégrés à l'équipe Qui sont intégrés à l'équipe, Yannick Bestaven sur Sud Radio. Alors Yannick, une question d'actualité chaude qui nous concerne tous. On le disait tout à l'heure, dans la mer, vous pouvez rencontrer des bestiaux, mais vous pouvez aussi rencontrer un container qui se balade. Donc justement, vous avez pu constater l'impact de l'humanité sur la mer, très directement, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas aller très loin en mer pour le constater. Il suffit d'aller sur les plages, je pense. D'ailleurs, les pollutions, elles viennent essentiellement des estuaires, des rivières et des plages. Et d'apprendre très tôt aux jeunes à trier leurs déchets, à les ramasser et voilà, participer un peu à la propreté de l'environnement. Je pense que c'est important, puisqu'après on les retrouve bien sûr en mer. Et après, on le sait, c'est les poissons qui mangent, et puis nous on mange des poissons, etc. Et voilà, et c'est comme ça qu'on... C'est le serpent qui se mord la queue. Exactement, ouais. Donc, mais je pense que les jeunes en ont de plus en plus conscience. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent là-dedans. Et je pense que la génération à venir sera beaucoup plus consciencieuse. Vous pensez que ça peut changer ? C'est en train de changer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et l'impact du réchauffement climatique, vous le voyez directement sur l'eau aussi ? Oui, on le voit parce qu'on a des limites de glace, nous, pour pas descendre trop dans les mers du Sud à cause des icebergs, parce qu'on va tellement vite que si on tape un iceberg, c'est le bateau coule, quoi. Donc ils ont mis sur le tour du monde, sur le Vendée Globe, des limites de glace, et on voit ces limites qui remontent de plus en plus haut. Elles sont entre 55 sud et 60 sud maintenant. Donc et avant, c'était quoi ? Avant c'était limité, les bateaux pouvaient aller, mais ils allaient beaucoup moins vite. Et puis au fur et à mesure des années, ça remontait en latitude. Donc bien sûr que les réchauffements de la planète, on le sent, on le ressent. De toute manière, tout le monde l'a bien ressenti cet été aussi. Et est-ce que vous pensez justement le fait que vous soyez sur un bateau et que vous puissiez constater, ça va vous permettre aussi de pouvoir transmettre peut-être des nouvelles manières de se comporter ? Est-ce que votre but, c'est aussi de transmettre cette velléité justement de changer les choses ? Transmettre, oui, mais surtout soutenir, quoi. Moi, je soutiens une association à La Rochelle qui s'appelle Écomer, justement, qui forme un peu tout ça. Qu'est-ce qu'elles font alors ? Justement, elles nous amènent des jeunes à trier les déchets. Elles avaient lancé
une opération épuise-ton déchet où avec des jeunes ils partaient avec des épuisettes dans les ports de La Rochelle entre autres pour nettoyer les ports, etc., etc. Donc elles recyclent les bouchons de liège par exemple, elles recyclent les vieilles voiles, elles recyclent tous les matériaux qu'on va délaisser, qu'on va plus utiliser pour en faire quelque chose. D'accord. Pareil aussi dans l'ostréiculture, tous les collecteurs plastiques, etc., les ramasser. Enfin, il y a plein de sujets divers et variés. Qu'est-ce qu'ils font dans l'ostréiculture ? Ben maintenant, avant on faisait ça sur des tuiles. D'accord. Pour les naissins, pour capter les naissins, et après avec la modernité et la facilité, parce que les tuiles c'est lourd à manipuler, c'est des collecteurs en plastique. Et le problème c'est que parfois ça se décroche des parcs à huîtres et du coup on les retrouve sur les plages, dans l'eau. Donc voilà, donc c'est des associations qui œuvrent pour ramasser un peu tout ça, quoi. D'accord. Eh ben, écoutez, Yannick Bestaven, on espère justement que la prise de conscience elle est généralisée. Que si vous aviez un message à transmettre justement à la jeune génération ou à un jeune qui veut devenir marin aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ? À tous les jeunes on parlait de folie tout à l'heure, je les pousse à être un peu fous et à surtout, croire en ses rêves justement. Ouais, à croire en ses rêves, pas écouter un peu ce que les grands, les autres qui vont leur dire de faire attention, de penser à ci, à ça. Enfin, on est dans une société où on prend plus beaucoup de risques, je trouve. C'est ce que vous dites à vos filles, Yannick Bestaven ? Ouais, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Prenez des risques. Ouais, testez et puis vous verrez bien. Puis moi, je vous accompagnerai toujours. Et puis voilà, et puis donc c'est ce qu'on dit à nos auditeurs aussi, n'hésitez pas à prendre des risques. Bien sûr, et puis si vous avez un rêve, mettez une date, allez-y, faites-le dessus. À 100%, quoi. Attendez pas trop. Merci Yannick Bestaven. C'est excellent sur Sud Radio avec notre champion des mers, Yannick Bestaven, rejoint par la réalisatrice et productrice d'Humanité, j'ai envie de dire, Sonia Medina. On revient dans un instant. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est votre émission, votre rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, il vous reste encore une bonne demi-heure en compagnie du vainqueur du Vendée Globe 2021 et peut-être bientôt de la Route du Rhum 2022, Yannick Bestaven, et de la fondatrice de Esperanza Productions, Sonia Medina, qui réalise d'excellents films documentaires à suivre sans modération. Bonsoir Sonia et Medina. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors Sonia Medina, avant de parler de vous, je voudrais un peu entrer dans le cœur du sujet qui vous amène aujourd'hui. En l'occurrence, votre documentaire, co-réalisé avec Stéphane Cross et coproduit entre Esperanza Productions et Zicopolis, sur Loïc Léry, qui était l'ancien braqueur du gang des Antillais. Alors ce documentaire s'appelle Loïc Léry, du braquage à l'écriture, et ça passe bientôt sur France TV. Quand est-ce que ça passe ? Alors en fait, on vient de terminer, on est en montage, donc je pense que ça passera au mois de novembre. D'accord, donc on attend ça avec impatience. Oui, vous êtes en montage ? On est en montage, on a terminé, on a tourné en Martinique, on est allé le rencontrer en Martinique, il est venu à Paris, il a raconté toute son histoire. En fait, Loïc Léry, c'est un personnage à la fois singulier et en même temps tellement banal. En fait, c'est un enfant ce qu'on appelle du bumidum. Alors le bumidum, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi je l'ai appris l'année dernière en faisant un film justement sur un réalisateur qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est ce qui s'est passé dans les années 60 où les Antillais sont venus en masse en France, enfin en métropole, sous l'égide de Michel Debré, parce que effectivement il y avait un gros problème de chômage et surtout le problème de la colonisation aux Antilles, et ce qui fait que la France avait quand même d'une certaine manière récupéré un maximum de leurs produits sur lesquels ils vivaient, et il y a eu un vent de révolte. Et pour calmer cette révolte, on a dit aux Antillais, venez en France. Venez travailler chez nous. Venez en chez métropole. Vous, on va, enfin chez vous, pas si simple. Et on va vous proposer une formation, on va vous donner les moyens, en tout cas, de upgrader, quoi. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Évidemment. On les a parqués dans des cités, on leur a donné des boulots subalternes, on va dire le loupen prolétariat, si je puis dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Antillais dans les bureaux de poste. Il y en a même qui ont fait même des films pour se moquer d'eux dans les hôpitaux en tant qu'aide-soignant et plus encore. Et donc, il se trouve que Loïc Léry... C'est un fonctionnariat en général. Oui, enfin, c'est du sous-fonctionnariat. Et puis, sans aucune possibilité, en fait, finalement, de upgrader et de l'ascenseur social, ils n'ont pas connu ça. Bon, bref. En tout cas, en grande majorité. Mais Loïc Léry, c'est à la fois ça, et en même temps, c'est aussi une histoire de... Le truc, lui, hein. Oui, puis c'est plus que ça. C'est-à-dire que lui, il est venu à l'âge de 13 ans en France, dans les années 70... Pour d'autres raisons. Sa mère l'a envoyé d'abord pour échapper à la violence du père, donc ça c'est quand même pas mal, parce que justement beaucoup de problèmes d'alcool, beaucoup de problèmes de boulot, beaucoup de problèmes de misère sociale. Et puis le père qui se venge comme ça sur ce fils qui est assez, on peut dire rebelle, qui en même temps veut pas obéir. Enfin bon, les conflits familiaux habituels. Elle l'envoie en France, elle l'envoie chez sa tante, donc la sœur de sa mère, qui est femme de ménage.
Et cette femme de ménage, elle travaille pour des bourgeois français, voilà, bien installés dans le 10e arrondissement. Et donc il les braque en fait, hein, c'est ça qui se passe grosso modo. Ah non, pas du tout. Il grandit, il s'aperçoit que le racisme est tout à fait présent. Lui qui se prenait pour un Français, c'est pas du tout le cas. Et puis les années passent, il a 17 ans, il fait des petits boulots, il s'en sort pas, il rencontre une femme, il lui fait 2 gosses à l'âge de 17 ans. Et puis il se retrouve à rencontrer des corréligionnaires qui sont antillais et qui, eux, braquent. Braquent des bureaux de poste et il s'y met. Et pendant un an, ils vont braquer à peu près une vingtaine de bureaux de poste à Paris. Ils finissent par se faire choper. On en a entendu parler, on s'en souvient tous, hein, je pense, du gang des Antillais pour le coup. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, dans les années 70, il y a eu beaucoup de gangs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu le gang des postiches, le gang des Lyonnais, le gang, il y a eu l'affaire Messrine. Oui, bien sûr. Mais c'était facile de braquer. Oui, c'était facile. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans son histoire à lui, c'est que ce qui vous a touché, parce que, en fait, ce que j'ai bien compris dans votre travail, c'est que vous parlez de sujets qui vous révoltent et vous parlez aussi, en tout cas qui vous touche directement, parce que ces histoires de colonisation, d'esclavage, etc., sont des choses quand même noires de notre histoire. Et puis aussi parce que c'est une histoire de résilience. Oui, c'est ça. C'est une seconde chance, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... lui, il est devenu écrivain après. En prison. Voilà. C'est-à-dire que c'est fou, quoi. Alors, en prison, il y a eu l'histoire de Papillon, mais c'est des histoires exceptionnelles. C'est une rencontre, comme ça, avec Patrick Chamoiseau, qui était à l'époque, avant d'être prix Goncourt, il était éducateur spécialisé, il est à Fleury-Mérogis, le directeur de la prison lui dit « Mais attends, ce mec, il me fait peur, il lit Frantz Fanon, il lit Aimé Césaire, attends, j'ai très très peur. » Il est trop cultivé. Essaye de voir un peu ce qui se passe. Et puis finalement, l'amitié est née, et puis il lui dit « Mais attends, t'es révolté, peut-être c'est bien si tu écris ton histoire. » Et puis voilà, l'histoire se transforme, il fait 8 ans de tôle, il sort de tôle, il retourne en Martinique. En Martinique, il met du temps, en tout cas, à récupérer une place dans la société, mais il s'accroche. Et c'est ça que j'ai trouvé assez génial. Et je me dis, finalement, dans la vie, effectivement, on a trop tendance à juger les gens sur des accidents de vie. Qui n'en a pas eu? En plus, oh là là, qui n'en a pas eu? Oui, bien sûr. Mais c'est un peu ce que disait Yannick Bestaven tout à l'heure, hein, c'est que c'est aussi les échecs qui font les réussites. Qu'est-ce que vous en pensez, Sonia Medina? Je ne sais pas si ce sont les échecs, en tout cas c'est important d'avoir connu l'échec, ou en tout cas les accidents de vie, pour pouvoir réussir ensuite, quoi. Pour devenir un humain, moi je dis, parce que des gens qui n'ont pas de... Les gens pour qui le parcours est parfait, moi je suis assez méfiante, moi ils me font peur, parce que je pense qu'ils perdent leur humanité. Il y a aussi une notion de dépassement de soi dans tout ça, Sonia Medina. Oui. Oui. Et puis, moi, c'est mon obsession depuis que j'ai 17 ans. C'est que quand j'ai découvert le travail d'une très grande photographe qui s'appelle Diane Arbus et qui a photographié à New York dans les années 70, exactement, les freaks. Et elle a dit une chose très juste. Elle a dit qu'un être humain devient noble à partir du moment où il traverse un traumatisme. Et en fait, à ce moment-là, il se révèle, quoi. Il se révèle un être humain, et elle disait justement que c'est pour ça que les freaks et les creepers, tous ces handicapés, ou en tout cas tous ceux qui sont nés, ce qu'on appellerait des monstres, ils ont une humanité extraordinaire. Et ça m'a toujours accompagnée dans mon travail. Sonia Medina, on va écouter quelques extraits de votre travail sur Sud Radio. Un cinéaste, pour moi, c'est quelqu'un qui a la faculté d'aimer là où il est et de pouvoir partager à quelqu'un qui n'est pas là. C'est vraiment quelqu'un qui a un regard critique aussi sur le sujet dans lequel il a envie d'aborder, mais ça a envie de faire comprendre à celui qui n'est pas là ce qu'il voit ou ce qu'il ressent. Donc ça part d'un souci de partage. L'idée, c'est que celui qui a inventé le cinéma a également fait du cinéma. C'est-à-dire que Louis Lumière s'est posé les mêmes questions que Martin Scorsese, qui est un grand admirateur de Lumière. C'est-à-dire, je raconte quelle histoire, je le fais comment, et où est-ce que je mets la caméra. C'est-à-dire que même les gens qui se considèrent comme normaux, finalement, ils se rendent compte que peut-être qu'il pourra être psychiatrisé. Mais le problème, c'est que ça va pas au-delà. Si ça revient juste à concerner les fous, ce sera encore normal, ça posera plus de problème. Sonia Medina, productrice et réalisatrice sur Sud Radio. Alors Sonia Medina, on vient d'entendre 3 films, dont un que vous avez produit. Celui que vous avez produit, c'est Nous les Intranquilles. Non, je l'ai distribué. Vous l'avez distribué? Oui, je l'ai distribué. Alors justement, celui-là, alors il y en avait 2 autres, je les cite et puis on va revenir dessus. Jean-Claude Barny, le cinéma du Nègre Marron, puis Quand les bourgeois font leur cinéma. Toujours des thèmes très forts. Justement, sur Nous les Intranquilles, c'est un film collaboratif. Alors c'est très intéressant ce film, parce que je l'ai découvert, parce qu'en fait il y a 15 ans, je suis partie avec ma caméra filmer dans les hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux psychiatriques qui travaillaient avec les fous, si je puis dire. D'ailleurs, pas
pas de honte à On se être demande fou. qui c'est. Mais... Oui, c'est ça. Des lieux de vie où effectivement l'écoute d'un fou était possible. Alors il y en a pas tellement en France. Hein. Il y en a, je sais pas, une quinzaine à peu près, où effectivement on pratique pas les électrochocs, où on met pas les gens, ils sont pas dans des états catatoniques. Et 10 ans après, les gens que j'avais filmés, quelqu'un m'appelle et me dit, tu sais, voilà, je me présente, je m'appelle Nicolas Contant, je suis à Reims et j'ai vu que tu avais fait un film. Ouais. Pardon. Et j'ai vu un film que tu avais fait il y a 10 ans sur ces personnes-là. Et aujourd'hui, je suis venue dans ce lieu et je leur ai proposé de faire un film à leur manière. Donc c'est eux qui l'ont fait, c'est ça un film collaboratif. Tout à fait. Très intéressant. Et alors c'est encore un sujet d'humanité finalement. Vous faites que ça, parler de notre humanité finalement, Sonia Medina. Comme beaucoup de réalisateurs. Et à travers aussi ces côtés obscurs, et c'est important de les montrer. Oui, parce que en fait, je pense que on peut tous vaciller. Moi, en tout cas, je me sens tout à fait capable de vaciller. Et je pense qu'on en est tous capables. Maintenant, qui te rattrape ? Où est la limite aussi ? Ouais. Et puis qui te rattrape surtout ? Hein, comment on peut se rattraper et d'où vient notre force ? Et alors évidemment, chaque fois, c'est des histoires singulières. C'est un peu obsessionnel chez vous, ça. Hein, c'est le sujet de tous vos films, en fait, pratiquement. À peu près. Donc s'il y avait un maître mot dans votre création, c'est l'obsession justement de la seconde chance, quoi. Oui, comment on peut s'en sortir, et surtout dans un monde en plus aujourd'hui de plus en plus égocentrique, de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste. J'ai l'impression qu'on laisse les gens sur le bord de la route et on s'y intéresse pas, alors qu'en fait, c'est la beauté qui est dans l'ordinaire aussi, hein, c'est ça. Complètement. Et alors, ce que vous cherchez, c'est aussi à le transmettre, ça. Le meilleur moyen de le faire, c'est par l'image, quoi. Hein, j'essaye parce que Sonia Medina. J'essaye. Des fois, c'est pas facile, mais en tout cas, j'essaye de mettre en lumière ces gens-là, et puis surtout de pas avoir peur. C'est sûr que quand on filme, la première fois que j'ai eu l'idée comme ça d'aller filmer dans les hôpitaux psychiatriques, ce que j'ai essayé de combattre avant tout, c'était ma peur du fou. Parce qu'en fait, on dit toujours, les fous, c'est dangereux, ils peuvent te tuer, ils peuvent ceci, ils peuvent cela. Et en fait, plus on s'aperçoit, plus on s'approche de ces gens-là, plus on s'aperçoit qu'en fait, le mal qu'ils se font à eux-mêmes, c'est bien. Il est bien pire que celui qu'ils peuvent nous faire. Évidemment. Alors, transmettre ça, c'est aussi transmettre de l'amour pour vous et de la joie, parce qu'il y a aussi de la joie dans tout ça. Il faut qu'ils s'en sortent. Ouais. C'est ça l'idée. Vous, c'est ce que vous faites un petit peu aussi, Yannick, quand vous gagnez une course comme ça, vous transmettez quelque chose, une émotion très forte que vous ressentez, mais que vous allez transmettre aussi. Est-ce que c'est quelque chose de très concret pour vous, ça, justement, ce que vous allez laisser comme trace auprès des gens qui vous ont regardé arriver ? Oui, c'est concret. Et d'ailleurs, des journalistes m'avaient posé la question pourquoi je partais faire le tour du monde en solitaire. Et c'est vrai qu'avant le départ, j'avais pas la réponse. Et à l'arrivée, je l'ai eu la réponse, surtout qu'on était en plein confinement et Covid. Les gens étaient enfermés chez eux et il y a énormément de gens, adultes ou enfants, et même personnes âgées qui ont voyagé à travers notre aventure et qui m'ont remercié, qui continuent à me remercier pour tous ces rêves qu'on leur a partagé avec eux. Donc ça a vraiment une importance. Ce petit espace de liberté. C'est ce partage d'aventure qu'on a avec tout le monde, et c'est ça aussi la générosité, c'est d'amener tout le monde sur notre bateau. Et c'est aussi ce qui vous motive, vous ? Ouais, c'est ce qui me motive aussi, parce que c'est pas forcément d'être un exemple ou quoi que ce soit, ça je m'en fous un peu, mais c'est surtout de partager les histoires, de faire rêver les gens, d'arriver à les sortir de leur quotidien et de leur donner un peu le sourire, la joie, l'espoir aussi à eux de s'aboutir, d'aboutir leurs rêves. Et oui, pour moi, c'est un réel intérêt. C'est aussi important que la victoire d'une course. La joie de la défaite, de la victoire et de la seconde chance avec Sonia Medina et Yannick Bestaven, c'est bien sur Sud Radio. Et on revient tout de suite. Restez là surtout. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est le dimanche soir et c'est excellent sur Sud Radio, et c'est la dernière partie de votre émission, l'endroit de partage de ceux qui sont excellents, tout simplement. Alors ce soir, on crée le lien sur Sud Radio entre les excellents, je le dis beaucoup, mais c'est normal, c'est excellent. Yannick Bestaven, marin de haut vol, même s'il est sur l'eau, et Sonia Medina, réalisatrice et productrice engagée par la même entrepreneur. Alors on l'a dit, Sonia Medina, vous avez un film, Loïc Léry, du braquage à l'écriture, qui passe bientôt, puis vous avez une autre actu dont je voudrais que vous me parliez. Tout à fait. Parliez. Alors je vais sortir en co-distribution un film qui s'appelle La mesure des choses, qui a été réalisé par Patrick Jean. Ouais. C'est un film pour tout le monde, sur l'écologie et sur les catastrophes, la résultante de notre façon
démesuré d'avoir souillé la terre et en particulier la mer. Et les conséquences sur les hommes, c'est-à-dire à la fois sur les immigrés qui sont jetés à l'eau, qui se retrouvent comme ça en mer d'Égée et puis tout d'un coup abandonnés sur les îles grecques en train de crever. C'est le Maroc, Tanger et les touristes par milliers qui débarquent en train de voir les comment on appelle ça, les gens qui, vous savez, les teinturiers, oui, absolument, avec des milliers de touristes qui les prennent en photo, émerveillés par les couleurs et sans jamais se douter ou s'inquiéter du sort de la catastrophe pour ces gens qui respirent l'irrespirable. C'est la qualité de l'eau et les conséquences sur la faune et la flore et l'écosystème. Et tout ça porté par un discours extrêmement, travaillé. Il part toujours, Patrick Jean part toujours des mythes. Et là, il part du mythe d'Icare, en tout cas de l'histoire d'Icare. Celui qui s'approche trop près du soleil, voilà, qui se brûle les ailes. Et il dit vraiment, on a voulu tout contrôler, on a voulu tout mesurer pour pouvoir contrôler le monde et la Terre. Et en fait, en s'approchant trop près du soleil, on se brûle les ailes. Et quand on met trop de colle aux ailes, eh bien, on plonge aussi par terre. On tombe par terre, c'est trop lourd. Et en fait, on n'a jamais mesuré, on n'a jamais fait attention à ce que c'était que la vie et comment équilibrer tout ça. Et j'aime beaucoup ces parallèles, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est vrai que ce sont les mythes fondateurs de nos vies et je trouve que c'est très beau d'avoir à la fois un discours à la fois poétique et un peu ésotérique et en même temps la beauté de la terre et la cruauté de ce que nous, les hommes, on en fait. On a envie de vous entendre un peu là-dessus, Yannick Bestaven. Justement, réagissez sur ce que nous dit Sonia Medina et sur cette catastrophe annoncée finalement, qui était prévisible. Oui, catastrophe annoncée. Après, est-ce qu'on y peut tout? Pas forcément, parce que c'est vrai que les changements climatiques, moi j'observe, c'est la vie de la Terre aussi. Il y en a eu... il y a des centaines d'années avant nous. Ça a peut-être un peu accéléré. Et nous, on l'a certainement un petit peu accéléré. Après, il y a plusieurs paramètres à ça. Il y a bien qu'on veut toujours aller plus vite, qu'on veut des nouveaux matériaux, qu'on veut aller plus près du soleil. Plein de choses. On veut faire beaucoup de tourisme, on veut voyager plus vite, perdre le moins de temps possible, aller plus près du soleil, ça c'est sûr. On est aussi très nombreux sur la Terre et de plus en plus nombreux. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Et moi, je suis assez optimiste. Je crois beaucoup aux nouvelles technologies. Au changement. À l'adaptation. À l'adaptation. J'ai visité il n'y a pas très longtemps une société qui, avec du vent et des éoliennes, fabrique de l'hydrogène. L'hydrogène qui renvoie de l'oxygène dans l'air. Donc la technologie peut nous aider beaucoup à condition qu'elle soit utilisée à bon escient. Et je pense que les futures générations sont vraiment conscientes du problème. Ils seront plus aptes à s'en utiliser. On n'a plus le temps de réfléchir, maintenant il faut agir. Donc nous on a trop réfléchi et nos anciennes générations elles n'ont pas réfléchi du tout. Donc voilà où on en est, quoi. Ouais. Sonia Medina, quand on parle d'un peu de lumière comme ça au bout du chemin, finalement ça résonne chez vous aussi? Mais en tout cas, oui, bien sûr, moi je suis optimiste. Je tiens à l'être. Justement, c'est en montrant des parcours, en tout cas en filmant des parcours chaotiques ou compliqués et voir effectivement que des fois il y a la lumière au bout. C'est ça que j'essaye de montrer. Voilà. Et alors ce film-là, redites-nous le titre. La mesure des choses. La mesure des choses, c'est quand? Ça passe le 9 novembre. Ça sortira dans toute la France le 9 novembre et 2 salles à Paris et puis après une 50aine de salles dans toute la France. D'accord, bravo. Voilà, je le fais en co-distribution avec une société qui s'appelle Les Films des Deux Rives. Voilà, et qui est basée d'ailleurs dans le sud. D'accord. Voilà, de la France. Donc c'est bien avec Sud Radio. Voilà, tout à fait. Alors on va changer un peu de sujet, on va parler un peu entrepreneuriat justement, parce que Sonia Medina, vous êtes tombée dans la potion cinéma il y a quelques années, a priori. Et alors, est-ce que au départ, quand vous avez commencé, vous saviez, dans votre tête, vous saviez que vous alliez entreprendre? Est-ce que ça voulait dire en fait aussi derrière? Ouais. Pas du tout. J'ai appris, j'ai appris en marchant. Non, mais au départ, je faisais du journalisme de cinéma, j'étais critique de cinéma pour des revues un peu prestigieuses. Je travaillais pour l'Avant-Scène Cinéma, qui était une revue. Je faisais de la radio comme vous, Judith. Ah oui? Oui. De cinéma. Où ça? Et une radio qui s'appelait Radio J, qui était une radio juive. Voilà. Donc j'ai commencé toujours, comme ça, et qui existe toujours et qui cartonne, je crois. Et puis après, j'ai fait de la distribution. En fait, je sais pas, je voulais travailler dans le cinéma, mais je savais pas comment. Et c'est suite à une interview en radio avec un réalisateur que j'appréciais pas tellement, avec qui j'ai été assez arrogante, mais j'avais
l'âge pour ça, j'avais 25 ans. Pourquoi il y a un âge pour être arrogant? Je pense que j'étais arrogante quand même à 25 ans. Et où je lui ai dit, mais votre film, il ne veut rien dire du tout. Il m'a regardé, il m'a dit, mais mademoiselle, vous savez ce que c'est que faire un film? Vous savez combien de temps ça prend? Quand vous saurez faire, vous pourrez ouvrir votre bouche, quoi. Alors, d'accord, vous jouez de vos beaux mots, voilà, mais... Et ça m'a tellement vexée. Défi, quoi. Défi, en fait. Non, défi, non, c'est pas ça. C'est que j'ai compris qu'effectivement, c'était ridicule et qu'effectivement, les critiques de cinéma, c'était très bien. Mais en fait, je venais après la bataille, quoi. C'était inspecteur des travaux finis. Et je me suis lancée dans la distribution. J'ai bien marché en distribution. Et puis après, je suis devenue scénariste pour la télé. Et puis, il y a 20 ans, j'ai monté ma boîte Esperanza pour faire que du documentaire. Pourquoi? Voilà. Parce que j'avais envie de parler de la vraie vie. Je sais pas, j'étais une période de... Et je suis très contente d'ailleurs de ça, parce que je trouve que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Vous parlez de la vraie vie des humains. Oui, c'est-à-dire c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui vous touche aussi, finalement, parce que vous aussi, vous avez une histoire de résilience, on suppose, dans votre vie, Sonia Medina. Comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde, petite, franchement, non, mais quand on se réinvente, bien sûr, on se réinvente tout le temps, on change de vie. De toute façon, les changements de vie, c'est ça. Votre fil conducteur à tous les deux, finalement, c'est quoi? C'est la passion qui l'emporte, Yannick Bestaven, c'est ça? Oui, certainement. La passion du cinéma, la passion de la mer, la passion... on a parlé de la planète tout à l'heure aussi, de ce qu'on va laisser à nos enfants plus tard. Donc certainement, aussi on parle de résilience, parce que c'est vrai que un chemin de vie, c'est pas pas linéaire du tout, c'est des montagnes russes. Donc voilà, on a... C'est aussi ce qui fait sa beauté à la vie. On a la chance tous les deux de vivre de ce qui nous passionne. Ouais. Oui, puis de la capacité, en tout cas, je pense que chacun a la capacité normalement de se récupérer, mais des fois, c'est pas évident parce que ça dépend des gens qu'on rencontre sur le chemin et surtout du regard que les gens portent sur les autres. Et souvent, c'est des jugements de valeur qui sont pour moi insupportables. Alors, je me bats contre ça, je déteste. Faut pas les écouter, surtout, Sonia Medina. Oui, il faut pas les écouter, mais parfois, c'est compliqué parce que effectivement, il faut s'affranchir de tout ça et c'est pas évident. Alors, croire à ses rêves, on le disait, c'est la clé du succès. Oui, c'est la clé du succès, certainement. C'est grâce à ces rêves qu'on s'accomplit, qu'on se réalise. Donc, il faut avoir des rêves. Avoir des rêves, c'est vivre aussi, c'est être vivant. Ouais, c'est ce que dit Eric Orsena dans notre film Les rêves ne meurent jamais. Tout à fait. Alors j'allais en parler justement de ce film que Sébastien Blémont a réalisé, Les rêves ne meurent jamais, qui raconte votre histoire et puis celle de personnalités ayant réalisé leurs rêves. Justement, alors il y a Daniel Auteuil, Tony Parker, Thomas Pesquet par exemple. Sacré bonhomme celui-là aussi. Et c'est que des gens qui finalement se sont projetés à un endroit puis ont décidé d'y aller tout droit, quoi. C'est ça. Oui, ou c'est des gens qui ont eu des gros accidents de vie. Je pense à Philippe Croizon, qui a été amputé des 4 membres après un accident électrique sur sa toiture. Et qui était ouvrier métallo et qui de là s'est lancé des défis, a traversé la Manche à la nage. Aujourd'hui, il a créé une académie pour les jeunes handicapés pour faire des traversées à la nage en Polynésie ou ailleurs. Donc c'est des gens qui se sont donné des défis, soit par accident ou soit par passion du sport. Il y a Bichente Lizarazu qui explique qu'il était tout petit et pas forcément très grand pour faire du footballeur et qu'il a été jeté de clubs. Daniel Auteuil qui dit aussi qu'il s'est fait jeter de quelques écoles de cinéma, de théâtre, pardon. Je crois. Et voilà, c'est des gens qui ont cru en leur capacité et qui n'ont pas écouté justement ce qu'on disait les autres personnes qui les critiquaient ou qui les faisaient rien. Freinaient, quoi. Et puis aussi des fois c'est la rencontre avec une personne qui change tout. Exactement. Sonia Medina, à quand un film sur les grands marins? Un petit départ de la route du Rhum. Mais déjà, il faut que j'ai moins peur de d'aller sur l'eau. J'ai peur On de est la mal mer. barré alors. J'ai peur de la mer, mais je trouve ça passionnant, bien sûr. Bon, on en arrive à la dernière question de cette émission, chers auditeurs. Vous la connaissez tous. Je ne sais pas si mes invités s'en souviennent, peut-être pas. Il n'a pas eu le temps de réagir, de réfléchir. Ça se voit à sa tête, Yannick Bestaven. Sonia Medina, on va commencer par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Do it. Fais-le. Pourquoi vous hésitiez? Parce qu'il ne faut pas trop réfléchir, je crois. Vous avez beaucoup réfléchi, vous? Oui, moi, chaque fois que je me suis arrêtée, chaque fois que j'ai pas avancé, c'est parce que je réfléchissais trop. D'accord. Donc finalement, si vous deviez recommencer, c'est ça que vous changeriez? Ah oui, do it. Now. D'accord. Ok. Pensez que vous avez perdu du temps? Ah oui. Ouais? Ah oui. 1000 fois. Trop. D'accord. Mais vous savez que le temps, il se perd jamais, Sonia Medina. Ne se rattrape jamais non plus. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment la seule chose que je dirais. Do it now. C'est la somme de nos expériences qui fait ce qu'on est finalement aussi. Oui, mais aussi moi, je viens d'un milieu formidable, très aimant, très bourgeois, très protecteur. Donc quand on est trop protecteur, c'est surtout ne fais pas. Attends, reste dans les rails. Attention, droite, à gauche. Moi, j'avais qu'une envie, c'est aller à droite et à gauche. Maintenant, je le fais. Mais pendant longtemps, je me suis interdit et c'est vrai que vous êtes bridé, quoi. Ah ben oui.
Quelle bêtise. Alors, bouge-toi, petite fille. Voilà, c'est ça. Et vous, Yannick Bestaven, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ça rejoint un peu le do it. Moi, c'est croire en tes rêves et fonce. Ouais. Et voilà, Mais c'est ce que vous avez fait. Oui, j'espère qu'il y a plein de gens qui foncent comme moi et qui vont continuer de foncer. Ouais. D'accord. Donc vous, finalement, ça allait tout droit quand même. Ouais, tout droit, mais enfin, dans la passion, c'est pas une ligne droite quand même. Hein, ça veut pas dire que c'est tout droit. Mais non, c'est pas avoir peur de prendre des claques et puis de rebondir et de se servir des belles rencontres qu'offre la vie aussi pour se construire. Et parce qu'on ne fait jamais rien seul. Moi, je fais la course en solitaire, mais je sais très bien que c'est pas tout seul que j'ai construit tout ça. S'il y avait un truc à refaire, qu'est-ce que vous referiez? Qu'est-ce que je referais? La même chose après hier. Ouais. Bon, bah c'est bien, pas de regrets. C'est bon ça sur Sud Radio. C'était excellent. Merci à tous les deux de votre venue. Merci. Ce soir pour cette belle émission. Et merci à tous, chers auditeurs, de votre écoute attentive. Alors, le départ de la route du Rhum avec Yannick Bestaven et son maître coq 5, ça aura lieu à La Rochelle, le 6 novembre prochain. C'est pas La Rochelle? Saint-Malo. Oh, mon Dieu. Bah, il est temps que je rende le micro. Donc, d'ailleurs, Quentin, derrière là-bas, il est d'accord. Donc, à Saint-Malo, le 6 novembre prochain, et puis vous pouvez tout savoir et plus encore sur le site de Yannick Bestaven, c'est tout simplement yannickbestaven.fr, Yannick avec un C et un K. Alors, le prochain film de Sonia Medina, Loïc Léry, du braquage à l'écriture, c'est sur France Télé, c'est en novembre. Et puis, La mesure des choses que vous distribuez, c'est le 9 aussi, novembre. C'est ça, à suivre. Est-ce que vous avez un site internet pour nos auditeurs? Non? Vous voulez pas donner votre adresse internet? Non, mais on reste discret. Allez, on reste discret. Un gros bisou à vous qui m'écoutez tous les dimanches à 19h sur Sud Radio, puis aussi un gros bisou à Quentin, cabaniste tout là-bas derrière son poste, qui réalise cet excellent pour vous ce soir. À mon cher bras droit, au féminin, Sophia Hans Jacob, et aux équipes de votre radio préférée. Vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres sur sudradio.fr, YouTube, les réseaux sociaux et tout le team. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.